Dans le parcours de soins, on pense immédiatement au patient, bien sûr, à son combat, à ses émotions, Oui, c'est la figure centrale. mais il y a presque toujours une autre personne dans la pièce. Une personne cruciale, mais souvent invisible, et on oublie qu'elle mène sa propre bataille intérieure. C'est les dents. Exactement. Et cette figure de l'aidant, elle est vraiment au cœur des documents qu'on analyse aujourd'hui. On va se pencher sur un texte très très éclairant de Gilles Besson, qui met des mots sur un phénomène que beaucoup de soignants, de familles aussi, ressentent intuitivement, mais sans toujours pouvoir le nommer. Il propose un concept puissant, celui de la double courbe du deuil. La double courbe du deuil. L'idée, si je saisis bien, c'est qu'on a deux processus qui se déroulent en même temps, celui du patient face à sa maladie et puis celui de l'aidant. C'est ça, face à la maladie de son proche. Et ces deux parcours ne sont pas forcément synchronisés. C'est précisément la mission de notre discussion. On va décortiquer ça. L'objectif, c'est de comprendre comment ce décalage, que la source nomme un télescopage émotionnel, Ah oui, c'est fort comme terme. effectivement, peut devenir une source énorme de tension. Et surtout, on va voir comment cette grille de lecture peut en fait transformer la posture des soignants, leur permettre de mieux accompagner l'aidant. Et ça, au final, ça bénéficie à tout le monde, aux soignants, à l'aidant et bien sûr au patient lui-même. C'est une approche qui change complètement la focale. Alors, entrons dans le vif du sujet. Ce qui me frappe d'emblée, dans ce texte de Gilles Besson, c'est qu'il prend un concept qu'on connaît bien, la courbe du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross. Qu'on associe toujours au patient, et là, il l'applique à quelqu'un d'autre, l'aidant. C'est, ce n'est pas anodin comme geste. Non, ce n'est pas anodin du tout. Et c'est là toute la force de l'analyse. Ce n'est pas simplement dire l'aidant est triste ou il est inquiet. Non, le document explique qu'il traverse potentiellement les mêmes étapes psychologiques, le déni, la colère, le marchandage, Toutes les étapes. toutes les étapes. La tristesse et puis, enfin, l'acceptation. Mais la différence capitale, et c'est vraiment le cœur du problème, c'est que son rythme à lui est totalement indépendant de celui du patient. C'est ça, la double courbe. Deux trajectoires qui peuvent évoluer en parallèle, se croiser ou s'opposer violemment. Et c'est là qu'intervient ce terme dont vous parliez, ce télescopage émotionnel. C'est pas juste un décalage, là c'est une collision. Donnez-nous un exemple concret de ce que ça peut donner, je sais pas, dans une chambre d'hôpital ou à la maison. Bien sûr, imaginez la situation la plus classique, celle que la source décrit le plus souvent. Un patient, après un long parcours, a atteint une forme d'acceptation. Il est apaisé, il ne veut plus de traitements agressifs, il veut se concentrer sur la qualité de vie, le confort, le lien. D'accord. Et en face, son conjoint ou son enfant est encore, lui, dans la phase de la colère. Pour cet aidant, l'acceptation du patient est juste insupportable. C'est une forme d'abandon. Donc il va se battre, il va en vouloir à l'équipe soignante, qu'il va juger défaitiste, il va chercher d'autres traitements. On a donc quelqu'un qui cherche la paix. Et un autre qui est encore en guerre. Oui, le choc doit être terrible. Le patient doit se sentir complètement incompris, voire même agressé par cette énergie. Exactement. Et l'aidant, lui, se sent terriblement seul dans son combat. Il interprète la sérénité du patient comme de la résignation, un manque de volonté. Mais l'inverse est tout aussi vrai et tout aussi douloureux. On peut avoir un patient qui est dans un déni total, qui veut continuer à vivre comme avant, alors que l'aidant, lui, a déjà basculé dans la tristesse. Ah oui. Il voit la réalité en face, il s'épuise à tout gérer, à compenser, et il voit son proche qui fait comme si de rien n'était. Dans les deux cas, ce télescopage c'est une source d'épuisement monumentale. Et d'une grande solitude pour les deux. Et le soignant se retrouve au milieu de ce champ de mine émotionnel. Ce qui m'amène à la partie je trouve, la plus fascinante du document. Il ne fait pas que décrire le problème, il propose une sorte de guide pratique pour les soignants. Une grille de lecture, en fait. Commençons par la première étape que beaucoup doivent rencontrer, le déni. Oui, le déni. C'est un mécanisme de protection psychique très puissant. La réalité est trop violente, alors le cerveau la met à distance. Concrètement, ça donne quoi? L'aidant va minimiser les symptômes. Oh, il est juste un peu fatigué, c'est rien. Ou alors, et ça c'est un signe très classique, il va refuser toutes les aides extérieures qu'on lui propose. Donc, si je suis soignant et que je vois un aidant qui refuse obstinément, je sais pas, une aide ménagère ou une infirmière à domicile, je ne devrais pas voir ça comme de l'orgueil, mais potentiellement comme un signal de déni. C'est exactement la lecture qui est proposée. Et face à ça, la pire erreur, ce serait de le confronter brutalement. De lui dire « vous êtes dans le déni ». Ça ne ferait que renforcer ses défenses. La posture que la source recommande est beaucoup plus subtile.
D'abord, s'appuyer sur des faits cliniques partagés, objectifs. Voilà les résultats du scanner, voilà ce qu'il montre. Du concret, voilà. Ensuite, proposer des aides, mais de manière très progressive, sans jamais les imposer. On peut dire « Ok, pour l'instant, vous gérez, je comprends, mais sachez que cette possibilité existe, voilà le numéro, au cas où. On laisse une porte ouverte, et l'aidant s'en saisira quand il sera prêt. » La phase suivante, c'est sans doute la plus redoutée par les équipes, la colère. L'aidant devient très critique, parfois agressif, il trouve que les soins sont insuffisants, que le personnel est incompétent, que rien n'est jamais assez bien fait. C'est une situation explosive. C'est la phase la plus difficile à gérer, parce qu'elle vient heurter de plein fouet l'engagement des soignants. L'instinct, la réaction première, c'est de se justifier, de se défendre, de monter dans les tours, soi-même. Or, le texte de Gilles Berson est formel. C'est une erreur stratégique. Cette colère, dans la plupart des cas, n'est que le masque de l'impuissance et de la souffrance. L'aidant ne peut pas en vouloir à la maladie. C'est une entité abstraite. Alors il reporte sa rage sur un objet identifiable. Point. L'équipe soignante. Il faut donc réussir à voir la détresse derrière l'agressivité. Le document propose même, et ça je trouve ça très fort, une phrase clé pour désamorcer. Un outil, un véritable outil de communication. Oui, et c'est un outil d'une puissance redoutable. Face à un aidant qui vous agresse, au lieu de vous justifier, la posture c'est de faire un pas de côté. Et de dire, on sent que vous êtes très investi pour votre proche. C'est une situation très difficile pour vous. On ne valide pas les critiques. On ne dit pas, vous avez raison, on est nul. Non. Bien sûr, on valide l'émotion et l'engagement. Attendez, mais est-ce que ça ne risque pas parfois d'être perçu comme un peu condescendant ou psychologisant par un aidant qui est vraiment à cran? Je veux dire, le risque que ça se retourne contre le soignant, qu'on lui dise « arrêtez votre psychologie de comptoir ». C'est une excellente objection. Le risque existe si le ton n'est pas sincère, c'est certain. Ça ne peut pas être une formule magique qu'on récite par cœur. Ça doit venir d'une écoute et d'une empathie qui sont réelles. Le soignant doit vraiment penser ce qu'il dit. Mais dans l'immense majorité des cas, l'effet est spectaculaire. Pour la première fois, l'aidant ne se sent plus jugé comme l'emmerdeur de service. D'accord. Ils se sont reconnus dans sa souffrance. Et là, l'armure se fissure, la tension retombe et un dialogue redevient possible. On passe d'une relation d'adversité à une relation d'alliance. D'accord. Après la colère, le document décrit une phase que je trouve très parlante à notre époque. C'est le marchandage. Ah oui, la phase du tout tenter. C'est un moment fascinant. L'aidant cherche à reprendre le contrôle sur une situation qui lui échappe complètement. Il va se transformer en chercheur, en expert. Il passe ses nuits sur Internet. Il arrive avec des articles imprimés. Il demande des examens complémentaires. Il cherche des thérapies alternatives à l'autre bout du monde. Il marchande, en fait. Il marchande avec la médecine, avec le destin. Si on essaye ce traitement, si on fait cet examen, alors peut-être que... Et avec Internet, j'imagine que cette phase a dû prendre une ampleur considérable. On a accès à une infinité d'informations, vraies ou fausses, qui doivent nourrir cette quête. Absolument. Et là encore, la tentation pour le soignant serait de tout balayer d'un revers de main, de dire arrêtez de lire n'importe quoi, ça ne sert à rien. Ce serait une erreur. Le document nous invite à ne pas juger ce besoin. Il est profondément humain. La posture suggérée, c'est d'accueillir la demande, de montrer qu'on la prend au sérieux, mais de recentrer doucement le débat. On peut dire « c'est très intéressant, je comprends votre démarche, parlons-en ». Et en parallèle, voyons ce qu'on peut faire là, concrètement, aujourd'hui, pour améliorer le confort de votre proche. On ne ferme pas la porte à l'espoir, mais on ramène l'attention sur le réel. Exactement. Sur la qualité de vie, ici et maintenant. Et enfin, il y a la dernière étape, avant une possible acceptation, la tristesse. L'armure se brise complètement. C'est l'épuisement, le craquage. Le texte est très direct sur ce point. Il qualifie cette phase de « signal d'alarme du burn-out de l'aidant ». Toute l'énergie de la colère, du marchandage a été dépensée. Il ne reste plus rien. L'aidant est à bout. C'est souvent une phase plus silencieuse, ce qui peut la rendre moins visible, mais elle est tout aussi critique. J'imagine que la réponse du soignant, là, doit être complètement différente. On n'est plus dans la gestion de conflits ou la négociation. On est face à un effondrement. La posture change radicalement, oui. Ce n'est plus le moment de discuter, c'est le moment d'agir. L'écoute est toujours là, bien sûr, mais elle doit déboucher sur des solutions très concrètes pour soulager l'aidant. La source est claire, il faut proposer activement des structures de répit pour que l'aidant puisse souffler, ne serait-ce que quelques jours, l'orienter vers des groupes de parole ou vers un soutien psychologique qui lui soit spécifiquement dédié. Il faut lui donner de l'oxygène. C'est ça, lui permettre de recharger ses batteries avant l'effondrement complet, qui aurait des conséquences dramatiques pour lui et donc pour le patient.
Tout ça est humainement très juste, mais soyons pragmatiques une seconde. On sait que les soignants sont surchargés, qu'ils courent partout. Comment on justifie, dans un service sous tension, de consacrer ce temps et cette énergie à l'aidant alors que la priorité, ça reste le patient? C'est la question centrale. Et la réponse du document est sans appel. Ce n'est pas du temps perdu, c'est un investissement stratégique. Essentiel. Il donne 3 raisons fondamentales. La première, c'est l'observance du traitement. Un aidant qui se sent compris, soutenu, qui atteint une phase d'apaisement, il devient le meilleur allié possible. D'accord. Il va aider le patient à suivre son traitement, il va relayer les informations correctement. À l'inverse, un aidant en colère ou dans le déni peut activement saboter la prise en charge. C'est un argument très concret, ça. Bien traiter l'aidant, c'est s'assurer que le patient sera mieux traité. Le deuxième point, il touche plus à l'ambiance générale du soin. Oui, la sérénité. Gérer un conflit ouvert avec une famille peut prendre une énergie folle à toute une équipe, du médecin à l'aide-soignante. Ça crée un climat de méfiance, de stress qui vient, je cite, polluer la prise en charge médicale. Et un patient, il ressent cette tension. Désamorcer ces dynamiques en amont, c'est préserver un environnement de soins apaisé. Et ça, c'est un facteur thérapeutique en soi. Et la troisième raison est plus philosophique, presque éthique. C'est la plus importante, parce qu'elle redéfinit ce qu'est le soin. La source nous rappelle que l'unité de soin, c'est le patient et son entourage. On ne soigne pas juste un organe malade dans un lit, on prend en soin une personne qui fait partie d'un écosystème familial, affectif. Ignorer la souffrance de l'aidant, c'est amputer le soin de ses dimensions essentielles. C'est une vision plus globale, plus humaine et finalement plus efficace. Ça m'amène à la conclusion du texte de Gilles Besson que je trouve saisissante. Il écrit « Lorsqu'un soignant prend 2 minutes pour valider l'émotion de l'aidant, il stabilise tout l'équilibre familial. 2 minutes. Ça paraît à la fois si peu et en même temps si décisif. C'est le cœur du message. On ne demande pas aux soignants de devenir les psychothérapeutes des familles, pas du tout. Il s'agit d'une posture, d'un changement de regard, de quelques mots bien choisis, comme la phrase qu'on a évoquée, d'un moment d'écoute pleine et entière, ce que le texte nomme très joliment le silence habité. Ces outils, l'empathie, la reconnaissance, ils ne sont pas réservés qu'aux patients. L'aidant, on a un besoin vital pour tenir sur la durée, comme le dit la source. Finalement, on investit 2 minutes pour éviter des heures de conflit et des jours de souffrance. Voilà, c'est un investissement d'une rentabilité inouïe, sur le plan humain et même sur le plan de l'organisation des soins. Stabiliser l'aidant, c'est sécuriser le pilier qui soutient le patient. En prenant soin de l'aidant, on prend indirectement mais très puissamment soin du patient. Donc si on devait résumer l'idée essentielle à retenir de cette analyse, ce serait que reconnaître et accompagner le parcours émotionnel de l'aidant, ce n'est pas une simple option, un plus compassionnel. C'est une composante stratégique et éthique d'un soin de qualité, une démarche qui bénéficie en cascade à tout le monde. Focus de la source. Le soignant est en première ligne, c'est certain. Mais cette idée de double courbe, de deuil décalé, elle devrait tous nous interroger. C'est-à-dire, Mais comment est-ce que cette grille de lecture peut changer la manière dont nous, en tant qu'amis, en tant que collègues, que famille élargie, interagissons avec une personne qui est aidante? On la voit parfois fatiguée, irritable, ou au contraire étrangement détachée. On la juge peut-être un peu vite. Mais si on garde à l'esprit qu'elle est peut-être en train de traverser, seule et en silence, sa propre courbe de deuil, est-ce que ça ne devrait pas modifier profondément notre posture envers elle? Reconnaître son combat invisible, lui offrir à notre tour ces fameuses 2 minutes d'écoute sans jugement, n'est-ce pas là aussi une forme de soin accessible à chacun d'entre nous?